Nous poursuivons sur le thème de la clarté comme expérience de l'un. Hein, on est à la 17e rencontre sur la vie éternelle, sur la fusion, les quelques touches, on pourrait dire, sur la fusion qu'on a abordé, fusion, l'excellence comme expérience de fusion avec l'un. Ensuite, on a travaillé la ferveur comme expérience de l'un, on a travaillé l'émergence comme l'expérience de l'un, l'abondance comme expérience de l'un, et maintenant on est dans la clarté comme expérience de l'un. Pour ceux qui sont familiers de la Voie des Contes, on retrouve là la structure du conte selon les 5 fonctions, hein, le roi, le héros, la fée, le tout et le courant créateur. L'excellence, c'est le roi, la ferveur, c'est le héros, l'émergence, c'est la fée, l'abondance, c'est le tout, et là maintenant, la clarté, c'est le courant créateur. À travers cette déclinaison, selon les fonctions et selon des thématiques qui peuvent en effet rendre compte de la fusion possible avec l'arrière-plan, parce que c'est ça qui nous intéresse. La vie éternelle, c'est une vie hors du temps, en présence avec une totalité qui dépasse le temps, qui dépasse l'espace, qui est hors temps, n'est-ce pas? Et c'est une dimension de notre vie que les contes pointent de façon certaine et que nous-mêmes, nous pouvons retrouver. Alors là, dans le cadre des maisons de lettres, nous faisons ça d'une manière assez légère. On ne peut pas dire que, certes, il y a un enseignement, mais c'est surtout, nous sommes orientés surtout à échanger entre nous, à nous stimuler, à aller chercher dans notre vie des expériences d'inspiration que nous allons requalifier, que nous allons réinterpréter du point de vue de l'être. Maison de lettres, principalement, a pour vocation de nous faciliter la réinterprétation de notre vie du point de vue de l'être, ce qui manque dans nos vies. Hein. On est toujours sur soi-même, on est toujours dans une image de soi, serré dans des limites. C'est très difficile de sortir de cette vision égocentrique quand pourtant notre être est là depuis le début. Il est là depuis notre première apparition, notre première respiration sur cette terre, et il sera là tout le long jusqu'au dernier souffle, poursuivant son aventure. Mais cet être qui est présent dans nos vies, malheureusement, on ne le considère pas suffisamment. On ne se met pas de son point de vue, on ne le sollicite pas suffisamment. Bien qu'il croise notre vie à certains moments cruciaux, il se manifeste et nous sommes un peu lents à le reconnaître. Enfin voilà, je dis des généralités un peu banales, mais que vous retrouvez, c'est la vocation de ces maisons de lettres, donc d'une façon très simple, euh, de nous rencontrer, de nous stimuler à cette reconnaissance, à cette réinterprétation de notre vie du point de vue de l'être, et cela pour conforter, consolider, pour soutenir une présence d'être dans nos vies. Présence d'être qui est un atout précieux puisque c'est cela qui sera mesuré au soir de notre vie. C'est avec ça qu'on passera, qu'on poursuivra. C'est avec l'être, l'être présent à lui-même que nous poursuivrons l'aventure dans laquelle nous sommes aujourd'hui ici, sur cette terre, dans cette existence. Hein, je ne crois pas dire des choses très originales en disant ça. C'est intéressant de se rappeler ça, parce que le vrai prix, il est là. Il y a un très beau livre de Castaneda, si vous vous souvenez, qui s'appelle Ah, tiens, le nom m'échappe. Le dernier voyage, je crois, où il invite à la récapitulation de sa vie, de son existence, pour justement le passage. Parce que c'est avec cette récapitulation que
nous entrerons dans une autre expression, sortie de cette vie, de cette existence terrestre, nous poursuivons avec une présence de soi qui est plus ou moins consciente, qui est plus ou moins habitée d'elle-même, si on peut dire, et c'est cette présence d'être. En fait, c'est à ça que nous travaillons. Et ah oui, le titre m'échappe. Quelqu'un connaît ce titre de Castaneda, l'ultime voyage ou le dernier voyage, où il invite vraiment à une récapitulation systématique de toute sa vie avec des réparations, etc. Parce qu'on est retenu en arrière, justement, par le fait de choses qui ne sont pas à leur place, qui ne sont pas conscientisées et sans lesquelles on ne peut pas passer, enfin, ou difficilement. Il y a le Voilà. voyage à Ixtlan, non? Non, 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 ça c'est un des premiers ouvrages. L'ultime voyage ou quelque chose comme ça. Le dernier voyage. Tu as sa bibliographie là, Fatih? Ouais, C'est le voyage définitif. Voilà, bravo. Le super. voyage définitif. D'une certaine manière, nous travaillons à ça, mine de rien. En tout cas, ça s'inscrit dans cette économie, ce que nous faisons, et ça a sa place. C'est parfaitement justifié pour cela. Donc, nous nous entraînons, nous nous stimulons les uns les autres à reconnaître les expériences d'être, à reconnaître dans les expériences plus vivantes, les expériences d'inspiration, à reconnaître l'être à l'arrière-plan de ces inspirations, les émergences de l'être. Et cet enjeu, disons, mérite un peu de stimulation parce qu'on risque de ne pas le prendre au sérieux, pas plus que ça. Il y a tant de choses à prendre au sérieux dans notre existence. Pourquoi prendre ça au sérieux? C'est là où je fais l'effort, moi, pour ces maisons de lettres et ces réunions que nous avons, de vous proposer une sorte de programme. Et nous avons placé ce programme de la vie éternelle. Voilà, ça a croisé notre route à un certain moment. Et ce programme, on en est quand même à la 17e séance, s'est développé depuis le début dans cette cohérence, hein, de regarder ces expériences d'inspiration que nous avons dans notre vie du point de vue de l'excellence, du point de vue de l'émergence, de la ferveur, du point de vue de l'émergence, etc. Et ça a une certaine consistance et on sent bien que à travers ce que nous avons évoqué ensemble, il y a quelques bribes d'enseignement sur la fusion avec la transcendance qui sont apparues, voilà, au fil de ces réunions. Et nous arrivons avec la 18e séance, la prochaine séance, nous arriverons au terme de cette approche et je vous proposerai certainement un autre programme. À ce moment-là, j'aimerais assez travailler sur la synchronicité. Hein, vous avez certainement vu un mail que je vous ai envoyé, que j'ai envoyé assez largement à ma liste de contacts, indiquant que mon livre sur la synchronicité avait été publié de nouveau et que je me mettais à le promouvoir, voilà, à le faire connaître par les moyens de la synchronicité, tout simplement. C'est un peu l'idée qui m'a traversé, qui s'est imposée à moi. Et donc, j'aimerais qu'on travaille la synchronicité ensemble dans cette maison de lettres en visioconférence, après avoir terminé le cycle des 18 rencontres sur la vie éternelle. Voilà, oui. Jean-Pascal, tout le monde n'a pas reçu ton mail, au fait. Par exemple, hier, Annette ne l'avait pas reçu. C'est juste un petit détail. Oui, parce que c'est une liste, je ne sais pas exactement qui est dans cette liste. Ce sont des listes anciennes qui se. OK. Alors, ceux qui On n'ont. voilà sur notre liste de Zoom. D'accord, oui, très bonne idée, très bonne idée. Alors, sur le thème de la clarté comme expérience de l'un, il faut entendre la clarté telle que le lien avec les courants créateurs peut nous être donné. Hein, quand on regarde
notre existence à partir des courants créateurs. On a toute chance d'y voir clair dans une clarté de conscience très précieuse. C'est ce que nous avons vu déjà avec la fois dernière le conte de la rose qui parle, vous vous rappelez? Et chaque fois, pour chaque thème, là, le thème de la clarté, comme précédemment l'abondance, comme précédemment l'émergence, etc., chaque fois, il y a 3 séances qui sont proposées. Une séance qui accentue notre attention sur le héros que nous sommes. Et c'est un peu ce que nous avons vu la fois dernière, c'est-à-dire nous avons regardé la clarté du point de vue du héros. Et avec le conte de la rose qui parle, nous avons évoqué le fait que dans nos existences, il pouvait y avoir une sorte de vérité d'être impérieuse qui s'impose à nous, dont on ne sait pas d'où elle sort, sinon qu'elle est là et qu'elle appelle et qu'elle nous surordonne d'une certaine manière, nous appelle à faire certaines choses, nous engage dans certaines initiatives, est un lieu fécond d'inspiration, hein, comme la rose qui parle dans ce conte que nous avons vu précédemment, le conte du loup blanc, hein, si vous vous souvenez, où on se questionnait dans le miroir de cette histoire de ce qu'il pouvait y avoir d'impérieux en nous, et de reconnaître que nous soyons porteurs d'une sorte d'appel impérieux favorise la clarté de conscience. Voyez? Car à ce moment-là, on s'accordera peut-être plus facilement aux appels de cette disposition intime, de cette disposition d'être qui nous caractérise. Vous vous rappelez, dans le conte de la rose qui parle, comment cette jeune fille, parmi ses sœurs, lorsque son père lui demande ce qu'elle veut qu'il lui rapporte, lui dit, ben, père, puisque rien. Et le père insistant, elle finit par lui dire, bon, puisque vous voulez absolument me rapporter quelque chose, ce que je veux par-dessus tout, c'est la rose qui parle. Et le père est complètement décontenancé, parce que ça n'existe pas des roses qui parlent. Et il lui dit, mais non, change d'idée. Enfin, écoutez, si vous voulez vraiment me rapporter ce que je veux, rapportez-moi la rose qui parle. Elle n'est pas en mesure de dire pourquoi non plus, sauf que c'est ça et rien d'autre. Et pour nous, il est très important de reconnaître ce qui en nous est de la même nature, c'est-à-dire ça et rien d'autre, voyez? Car à un certain moment, on peut arriver à cet endroit de ça et rien d'autre. Et c'est un facteur de clarté, car ça va nous placer dans notre existence dans une sorte de nécessité qui, elle, est extrêmement féconde, car ça a à voir avec le monde des vérités en arrière-plan. Là, comme c'est très bien exprimé dans ce conte de la rose qui parle, puisque avec son père va finalement arriver à un endroit où il va croiser la route. Sur sa route, il va croiser un endroit où des roses parlent. Et il va en cueillir une, et ça va enclencher toute une mécanique qui attendait depuis longtemps, enfin qui attendait en tout cas, une mécanique de libération, de délivrance. Un monstre attend son partenaire pour une délivrance qui n'est pas autre chose que la mise en route d'une énergie au moins égale, enfin de la mise au jour d'une énergie égale à son ensorcellement. Hein, vous vous rappelez de ça? C'est la mécanique de délivrance. C'est un grand thème des contes de fées, hein, des contes de délivrance. On les appelle contes de délivrance quand ils mettent cette chose-là très précisément en scène. Et la délivrance dans les contes de fées est toujours de nature énergétique et implique que pour un ensorcellement soit produite une énergie égale à l'ensorcellement. C'est-à-dire, pour une cristallisation, il faut produire une énergie égale à la cristallisation pour défaire, pour ramener dans la fluidité ce qui s'est pétrifié.
Ça va, vous vous rappelez? On a vu ça la fois dernière. Alors ça, c'est au niveau du héros. C'est-à-dire, au niveau du héros, il y a une marque. À notre niveau, à nous, dans notre être, il y a une marque précise. Un ça et rien d'autre qui nous appelle. Et c'est important de le reconnaître. Nous avons échangé là-dessus la fois dernière. Aujourd'hui, on est à l'endroit de l'un lui-même qui nous donne des prescriptions, qui va nous surordonner d'une manière mystérieuse pour nous permettre de passer de niveau en niveau selon une possibilité de croissance qui nous échappe complètement. Car la croissance de notre être nous échappe. Nous ne connaissons pas l'économie de notre être et nous ne connaissons pas l'économie de l'arrière-plan auquel notre être est destiné. Tout ça nous échappe en même temps que nous sommes appelés à le vivre. Et nous n'avons pas la possibilité de le comprendre. Néanmoins, tout est en ordre, tout est à sa place et tout peut être. Il y a une architecture, voilà, qui, du point de vue de notre être, comme nous avons vu la fois dernière, hein, le ça et rien d'autre, est notre disposition à manœuvrer, à grandir dans un arrière-plan que nous ne connaissons pas, mais tout ça est en place et tout ça peut se développer. De même que la fois dernière, nous avons regardé ça à partir de nous, c'est-à-dire ce qui en nous est impérieux, la nécessité impérieuse qui nous appelle. Aujourd'hui, nous essayons de regarder du point de vue du tout, qui lui nous connaît et vient solliciter et soutenir cet appel qui est en nous. Et ça donne lieu, comme dans cette histoire donc des 12 frères, qui nous met en scène une situation extrêmement difficile, de gestion d'archaïsmes qui sont écrasants. Cela vient nous montrer comment, donc ce conte des 12 frères vient nous montrer comment l'arrière-plan, une présence dans l'arrière-plan, est à même de nous guider dans des traversées dont nous ne pouvons pas avoir la mesure. Et pourtant, que nous sommes appelés vraiment à habiter et à vivre. Et cette présence à l'arrière-plan est à même de nous guider à travers des prescriptions qui vont être décisives. Et cela invite à porter un regard dans notre vie sur ces aventures tout à fait étranges qui peuvent nous advenir, souvent à travers des épreuves. Et à porter un regard sur ces épreuves qui est la clarté, justement, de cette compréhension ou de cette, de cette connaissance, on pourrait dire, des enjeux de cet arrière-plan. Là encore, nous avons affaire à un conte de délivrance. Où, bien sûr, devra être produite une énergie égale à ce qui doit être délivré, mais dans un contexte de défi absolument monumental, puisque dans cette histoire des 12 frères, on se trouve dans la confrontation à un enjeu extrême qui est de donner dans une fratrie la préséance à l'un des enfants, à l'un des frères et sœurs. Dans une fratrie de 13 enfants, doit être donnée la préséance au 13e si parmi les 12 frères, c'est une sœur qui vient à naître.
Cela est la direction, la vision prophétique, on pourrait dire, qui a été donnée au Père. Le Père a eu par vision connaissance que si le 13e enfant qui vient au monde est une fille, il faut lui donner la préséance. Pourquoi? Vous voyez, c'est quelque chose comme la nécessité impérieuse dont nous parlions. Pourquoi? En tout cas, c'est comme ça. Et on verra à la fin de l'histoire que c'est bien ça qui est rejoint. C'est-à-dire à la fin de l'histoire, la sœur est préséante parmi ses frères. Les 13 sont ensemble et la sœur est au-dessus des 13. C'est l'achèvement de l'histoire, le plein accomplissement. Donc, le Père avait bien vu. Mais son défi, en tant que roi, et c'est le genre de défi que les rois dans les contes doivent relever, c'est de réaliser cela, d'imposer cette préséance de la 13e enfant, si c'est une fille, de l'imposer d'une manière résolutoire. Car il est évident qu'à forcer les 12 frères à reconnaître leur sœur, c'est impossible. Comment les 12 frères viendraient-ils à reconnaître leur sœur comme première? Vous voyez, l'archaïsme de la jalousie, l'archaïsme de la... oui, il y a un grand archaïsme là qui va être rencontré. Hein? Comment les 12 frères viendraient-ils à accéder, à reconnaître ça? Ça relève d'une prouesse particulière que d'arriver à concilier toutes les parties prenantes à un tel ordre des choses. Ce qui sera obtenu à la fin de l'histoire. À la fin de l'histoire, les 12 frères reconnaissent leur sœur comme préséante. Il n'y a plus de problème. Mais au début de l'histoire, c'est impossible. Comment résoudre ce problème? Comment arriver à transcender cet archaïsme? C'est le problème du roi. Et ce roi-là a décidé, alors peut-être est-ce un génie de sa part, un coup de génie de sa part, on ne sait pas. Peut-être est-ce une esquive terrible. Il décide que ses frères mourront. Et déjà, il a fait préparer les cercueils qu'il fait mettre dans une chambre dont sa femme a la garde. Vous voyez un peu l'extrémité de la situation. Nous avons des défis comme ça dans notre vie. L'histoire nous invite à reconnaître, à nous reconnaître, à reconnaître dans notre vie des défis qui soient similaires, où on doit régler, on doit imposer une vérité, un ordre des choses, au mépris d'un certain nombre d'archaïsmes qui ne vont pas le permettre et qu'il va falloir résoudre. Alors, comment résoudre ça? Comment arriver à concilier ça? Sinon, à partir du tout possible, de l'architecture véritable. Dans le tout possible, il y a une solution pour ça. Alors, peut-être que le roi a enclenché ce mouvement vers la solution en décidant que les 12 frères mourront. Alors, évidemment, ils ne vont pas mourir puisqu'ils vont s'enfuir. Et ils vont s'enfuir hors de portée du roi. Ils vont s'enfuir au bord du monde. Vous voyez? En fait, ils s'enfuient jusqu'au bord du monde, si on peut dire. C'est-à-dire dans une forêt, se réfugiant dans une cabane enchantée où ils sont en équilibre, instables. Il y a une très bonne figure dans la psychologie clinique qui est la figure décompensatoire, si vous voulez. Hein? C'est-à-dire, on peut se trouver dans sa vie au bord du monde que les schizophrènes connaissent, si vous voulez, ou les schizoïdes, ou ceux qui ont une fragilité de ce type-là. En amont, ils vivent une vie normale, comme la vie de tout le monde, mais avec beaucoup de soubresauts, mais encore en santé, si on peut dire. Mais comme au bord du monde, et
il suffit d'une impulsion particulière, souvent des ordres amoureux ou peut-être des énergies émotionnelles, des situations émotionnelles fortes qui les font décompenser, comme on dit, hein, en psychiatrie. Tout à coup, ils décompensent et ils basculent de l'autre côté. Et ça y est, ils sont enfermés dans la maladie. Ils passent du côté de la maladie. Et c'est très difficile à les ramener. En général, on essaye de régler ça par la chimie. Et c'est mieux que les chocs électriques que l'on pratiquait autrefois. Et c'est pas forcément merveilleux non plus aujourd'hui, mais disons que ça a à voir avec ça. Il est intéressant dans cette histoire, donc par rapport à l'archaïsme, c'est-à-dire la pression du père pour éloigner ses 12 fils dès l'instant qu'est apparu un enfant qui est une fille à qui il faut donner la préséance, le père a mis cette menace donc de mourir et il l'a vraiment matérialisé d'une manière très claire, évidente, qui est sans appel en fait. Ils n'ont que la fuite pour ça. Et là où ils vont se réfugier dans leur fuite, c'est au bord du monde, au bord à un endroit où un rien peut les faire basculer de façon définitive, sans retour. C'est d'ailleurs ce qui va se passer. Et ça va se passer par la fête même de leur sœur qui va les rejoindre. Et les 13 enfants au bord du monde, hein, à l'extrémité du monde, ne sont pas à leur place. Et ils s'entendent bien, ils arrivent à vivre à cet endroit, n'est-ce pas? Mais on sent bien que c'est un lieu instable, qu'une maladresse de la sœur qui va cueillir les 12 lys pour faire un cadeau à ses frères va faire basculer dans l'irréversible d'un ensorcellement, d'un ensorcellement très difficile à résoudre, mais qui est de la même difficulté que la difficulté que le père avait de donner la préséance à sa fille par rapport à ses 12 fils. Et lorsque la sœur a fait basculer ses frères dans cette métamorphose de corbeau, et qu'elle se retrouve seule dans cette forêt, la fée qui apparaît, qui vient, disons, répondre à son appel, à sa détresse, cette fée lui dit que c'est impossible. La situation, d'avoir cueilli les lys, comme elle dit, c'était tes frères, ces lys. Et voilà, voilà ce que tu as fait. Et tu les as métamorphosés en corbeaux pour toujours. Et quelle est la possibilité? Y a-t-il quelque chose qu'on puisse faire? Non, non. Ou si, mais ce qu'il y aurait à faire est tellement difficile et quasiment impossible. Il faudrait que tu ne parles ni ne ris pendant 7 ans. Et si pendant ces 7 ans, une seconde, tu venais à rire ou parler, tu les tuerais. Donc pire encore. Là, ils sont corbeaux. Alors, étant corbeaux, vous voyez bien, ils ne peuvent pas revenir. Hein, les 13 frères et sœurs au bord du monde ne pouvaient pas non plus revenir, puisque le père aurait immédiatement sacrifié les 12 frères. Donc, ils étaient coincés, mais ils arrivaient à vivre au bord du monde, ce qui n'est pas leur place. Maintenant, les voilà par l'acte de leur sœur, métamorphosés en corbeaux, ne pouvant jamais revenir. La solution, la situation est réglée du point de vue du père. La fille pourrait rentrer et régner, mais avec ses frères corbeaux, par le fait que c'est elle-même qui les a fait basculer dans cet ordre irréversible, c'est pas supportable. Il faut qu'elle prenne en main les choses. Est-il possible d'y faire quelque chose? Vous voyez la situation. Nous avons dans nos vies des situations similaires. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est là qu'il faut entrer. Et ce qui est formidable dans cette histoire, c'est qu'il y a un paiement possible pour accéder au niveau énergétique que suppose la résolution. C'est ça qu'il faut connaître, qu'il faut comprendre. La grande clarté de l'histoire, elle est là.
C'est-à-dire, donc à nous de voir en quoi dans notre vie c'est semblable, d'une part, et en quoi peut nous être donné la chance d'un paiement. Il y a un archaïsme dans nos existences qui est justement quand on arrive à une situation aussi extrême, on se dit à soi-même, ou même on peut l'exprimer auprès d'autres, je donnerai tout pour le miracle de la résolution. Vous connaissez ça? Moi, je me rappelle un jour un de mes clients à qui il est arrivé la chose suivante, le jour où sa femme accouchait. Donc, il était à l'hosto, attendant que les choses se fassent. Enfin, c'était en cours, etc. On vient le voir. Hein, il a cru rêver, vraiment. Et le médecin lui dit, écoutez, monsieur, ça se passe mal. Il va falloir choisir entre la mère et l'enfant. Lui, il croyait rêver, au 20e siècle, c'était au 20e siècle, d'entendre une chose pareille. Mais on ne conçoit plus ça. On ne conçoit pas ça. Autrefois, oui, on savait que c'était comme ça. Et c'est vrai que l'accouchement est une aventure extraordinaire et une aventure redoutable. Et ça peut se présenter dans des conditions extrêmes qui vont poser cet enjeu. Et il me racontait qu'à ce moment-là, il s'était dit à lui-même, je donnerai tout pour sauver la mère et l'enfant. Je donnerai tout. Mais quoi? Qu'est-ce que vous donnez? Qu'est-ce que vous avez à donner? Franchement, qu'est-ce que vous avez à donner? Vous le connaissez, le paiement? Pour aller au Cinoche, vous savez qu'il faut faire la queue et puis voilà, vous achetez votre ticket, c'est balisé. Et vous pouvez aller voir le film grâce au ticket que vous avez payé. Mais là, pour ce miracle-là, de la vie de la femme et de l'enfant, quel ticket faut-il? Quel paiement? Vous ne connaissez pas le paiement. Et donc, vous ne pouvez pas accéder à cette dimension résolutoire du paiement qui permettrait la résolution. Quelqu'un comme Jodorowsky, que vous connaissez tous, je pense, avait une pratique inspirée justement des sorciers mexicains, qu'il avait appris chez les sorciers mexicains, qui était de, justement, à travers des rituels qu'il appelait psychomagiques, payer pour la résolution de certains archaïsmes, de certaines combinaisons, vous voyez, de certains ensorcellements dans lesquels on peut être coincé. Ça a été un praticien, je crois qu'il est encore vivant, c'est un praticien exceptionnel de ce genre de choses et il a fait école avec ça, à proposer des rituels psychomagiques pour résoudre des ensorcellements dont nous sommes tous affectés d'une manière ou d'une autre. Connaître le paiement qui va permettre la résolution, c'est une grande chance. C'est ça qui est raconté dans cette histoire. La fée va dire, si, il y a une chose que tu pourrais faire, mais c'est impossible. C'est très difficile, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, c'est ne pas parler ni rire pendant 7 ans. Et si tu fais ça, tu sauveras tes frères. Vous pensez bien que c'est pas la véritable prescription, enfin, c'est une prescription, mais c'est pas ça qui se joue en réalité. C'est pas le fait de ne pas parler ni rire. C'est le fait d'attirer sur soi des conditions de destruction telles qu'à un certain moment, on donnera sa vie pour ses frères. Elle donnera sa vie pour ses frères. Et ça, donner sa vie de manière inconditionnelle, c'est une énergie d'amour égale à la mort. Elle va donner sa vie égale à la mort dans laquelle ses frères sont enfermés. Ils sont enfermés dans la mort que leur père leur réserve. Et qui fait qu'ils se sont réfugiés au bord du monde et qui fait qu'ils ont basculé dans cet ensorcellement de corbeaux dont ils ne peuvent revenir que par une énergie égale. Et la fée lui prescrit, en ne parlant pas ni ne riant pendant 7 ans, lui prescrit de donner sa vie sans savoir. Parce qu'elle le saurait qu'elle ne donnerait pas sa vie, elle calculerait le prix. Vous voyez, on ne peut pas calculer ce prix, sinon on ne peut pas le donner. C'est un prix inconditionnel.
C'est de l'ordre de l'inconditionnel. Comment voulez-vous calculer calculer de l'inconditionnel? C'est impossible. Donc, elle est préservée de savoir où ça mène une telle prescription. Et il n'est pas certain que le conte ne dit pas si c'est à 5 ans qu'elle a délivré ses frères. Vous voyez? Elle a délivré ses frères au moment où elle était sur le bûcher et qu'elle allait mourir et qu'elle avait donné toute sa vie, qu'elle avait donné, que par amour, elle avait apporté le niveau énergétique de leur délivrance. Ce n'est pas forcément à 7 ans. C'est peut-être à 6 ans que cela est arrivé. Vous voyez? Mais l'objectif, c'est cette énergie, ce niveau énergétique. Or, cela a été donné par une prescription de l'un à travers la fée qui est apparue, a été donné le rituel psychomagique qui permettait d'arriver au niveau énergétique du désensorcellement. Ça va, vous avez pigé? J'ai dit correctement la chose? Donc, pour nous, c'est très intéressant dans notre vie de savoir qu'il y a cette possibilité de payer le vrai prix. Mais d'ailleurs, on est peut-être en train de payer là actuellement avec ce qu'on n'aime pas dans notre vie, vous voyez, avec les épreuves auxquelles on est assujetti. En réalité, on est peut-être en train de payer, on ne le sait pas. Vous voyez, c'est là où la clarté est un atout important. De comprendre ça, de savoir ça, de commencer à regarder les choses de ce point de vue peut amener une clarté, c'est-à-dire une sorte de cohésion de soi en rapport avec ça, avec un arrière-plan possible. Dans une cohérence avec un arrière-plan, une architecture en arrière-plan qui donne lieu à l'accession à un certain niveau énergétique. Il y a des niveaux qu'on ne peut pas rejoindre autrement. Enfin voilà, vous comprenez. Il y a des niveaux qu'on ne peut pas rejoindre autrement que par des prescriptions venues de l'arrière-plan et qui sont en action dans notre vie. C'est intéressant de commencer de regarder sa vie comme ça. Parce que ça permet de venir dans un consentement à une mécanique qui relève du monde intelligible, qui relève de l'arrière-plan, qui relève des intelligences, du tout, qui relève de l'un, en fait. Vous voyez? Ce n'est que par c'est une manière de fusionner avec l'un que de consentir à ce qu'il nous a prescrit pour évoluer, pour marcher vers ce qui nous concerne, dont on ne sait pas trop ce que c'est, qui est très mystérieux. Tous, nous avons des ensorcellements, nous sommes tous confrontés à des archaïsmes, nous avons tous des dispositions pour cheminer et résoudre un certain nombre de défis énergétiques. Il est intéressant de considérer les choses sous cet angle-là, et cette histoire le fait admirablement, me semble-t-il. Si on veut bien se reconnaître comme ça et ne pas prendre cette histoire comme une métaphore, ça n'a rien à voir avec les histoires de frères et sœurs, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec ce qui, dans notre vie, pourrait être l'histoire que nous avons avec nos frères et sœurs. Ça a à voir avec la résolution d'un... Voilà, c'est un défi qui se présente dans notre vie, et pour lesquels l'arrière-plan a disposé des prescriptions qui permettent d'avancer, de rejoindre donc un niveau énergétique qu'autrement on ne pourrait pas atteindre. Dans notre vie, on court des prescriptions de l'un et qui se manifestent à travers des épreuves. Vous voyez, tu ne parleras pas ni ne riras pendant ces temps, ça veut dire
cocotte, tu vas te retrouver sur un bûcher et grâce à ça, tu paieras pour la vie de tes frères et tu les délivreras et tu resteras vivante. Allez, t'as pas besoin de... Si tu savais ce qu'il en est, tu ne pourrais pas. C'est inconcevable. Mais prends. Moi, je te dis, tu ne parles ni ne ris pendant 7 ans. Et oui, assurément, je ne parlerai ni ne rirai pendant ces 7 ans qui viennent pour délivrer mes frères. Vous voyez, ça, on en est capable. Mais c'est tout. On ne pourrait pas... Et ça va nous mener très loin. Ça va nous mener à un point où on va dans le resserrement qui va venir. Parce qu'au début, c'est très facile. Très facile. Elle se met dans un arbre, elle se met à tisser pour ses frères. Elle tisse, voilà. Mais ça se corse quand un roi vient, qui est à la chasse dans cette forêt, la découvre dans cet arbre et est ébloui par sa beauté et veut en faire son épouse. Voilà que maintenant, elle devient reine. Attendez, c'est un malheur, ça. Alors que c'est la figure du grand accomplissement dans les contes. De devenir roi, être épousé par un roi et devenir reine, c'est une figure de grand accomplissement. Donc la voilà rejoignant une sorte de grand accomplissement, mais avec cet enjeu de ne parler ni rire. Donc elle est la reine devant tous et elle ne parle ni ne rit. Il faut tenir ça. Vous voyez, au milieu de l'accomplissement, il faut tenir encore cette chose. Ça me fait penser à un autre exemple qui m'est revenu à l'esprit. Dans ma famille élargie, disons, il y a des Espagnols et une mère de 8 enfants, je crois, à l'occasion d'une méningite d'un de ses enfants, condamné, elle fait le vœu, elle appelle le miracle de la guérison pour son enfant. Et elle fait le vœu de ne pas prendre de bain de mer pendant 1 an. Vous savez, sur la Costa Brava, la mer, etc., c'est extrêmement tentant pour des gens de Barcelone, etc., la mer, c'est très, très présent, c'est très vivant. Donc, ne pas prendre de bain de mer pendant 1 an. L'enfant ne meurt pas. Il est soigné de sa méningite. Eh bien, cette femme, pendant 1 an, n'a pas pris de bain de mer. Ses enfants lui disaient, mais maman, c'est des histoires, tout ça. Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, tu ne te baignes pas parce que, je sais plus, Fernando est rescapé de sa méningite. Mais bon, ça, c'est tes croyances, etc. Maman, elle s'est tenue à ça. Vraiment, surtout ne pas... Elle a tenu, vous voyez, elle a tenu le niveau énergétique d'une certaine manière, qui dans son appel au miracle, bref, vous voyez, comme nous avons dit tout à l'heure, la chance d'avoir un prix à payer, un paiement. Elle a payé. Bien, à cette femme, qui était très éprouvée à travers ses enfants, 2 ans plus tard, je crois, cet enfant-là, d'un accident de moto, est mort. Mais il est mort dans ses bras. Voilà. Vous voyez, c'est... Donc, quelle est l'économie de tout ça? Et quel est le paiement? C'est intéressant de voir les choses dans ce mystère-là. Et ça a une grande clarté, en fait. Donc, pouvoir payer est une grande chose. Et c'est à ce regard-là que nous sommes invités dans le miroir de cette histoire. À travers ces quelques exemples, moi-même, mon témoignage, je crois que j'ai donné comme témoignage, il me semble, par rapport à mon livre sur la synchronicité. M'est venu, voilà, dans l'espèce de difficulté où j'étais, ce livre-là, je l'ai édité il y a 20 ans déjà, et à l'époque, l'éditeur s'en est occupé, avec le service de presse, avec les journalistes, etc. 20 ans plus tard, je le réédite, donc avec un nouvel éditeur. Et les journalistes qui me suivaient à l'époque, ils sont rangés des vélos maintenant. 20 ans ont passé. J'avais des contacts dans différents endroits,
Figaro Magazine, Figaro, à l'Inexploré, bref, ces gens-là sont rangés des vélos maintenant. Donc, comment je fais, etc. Et je me suis dit, voilà, bah, plutôt que de porter ça dans mes limites, je vais porter ça dans la synchronicité. Je ne sais pas du tout ce qui va arriver. Et je suis parti sur l'idée de promouvoir ce livre en synchronicité. Je pense que c'est une très bonne idée, mais c'est très éprouvant, parce que ça veut dire aller sur les réseaux, ça veut dire faire beaucoup de choses qui sont difficiles, qu'il faut manœuvrer. Voilà, il y a un paiement, il y a un paiement en rapport avec ça. Et c'est très bien. Mais voilà, il est intéressant de le voir en termes de paiement. Vous voyez? C'est-à-dire dans une perspective énergétique. C'est-à-dire s'ouvrir à une dimension qu'on ne contrôle pas, une dimension qui est ordonnée et qu'on ne contrôle pas et qui peut être extrêmement désagréable à vivre, comme sur les épreuves qui nous arrivent. Vous voyez, comme cette femme qui n'a pas pris de bain de mer pendant 1 an, c'était pas agréable, c'était difficile et son environnement n'était pas favorable à ça. Mais elle s'y est tenue dans une rectitude, voilà, c'est dans une économie qui échappe totalement, hein, qui est de type énergétique. Donc l'un, comme expérience de l'un, se tenir dans cette posture comme expérience de l'un. Vous sentez que c'est de l'ordre d'une expérience de l'un. Hein, c'est une façon très concrète, très vivante d'être avec l'un. Et à un moment, dans le relâchement, peut-être, devenir soi-même à être l'un lui-même. Vous voyez, on sent qu'il y a un chemin possible là, quelque chose d'ouvert pour ça, qui demande un travail, bien sûr, qui demande une sorte de rappel, un entraînement. Il faut entretenir cette vibration. Pour nous, maintenant, dans cette maison de lettres, c'est de partager ce regard qui nous importe. On pourrait faire davantage, mais voilà, dans ce cadre circonscrit, c'est ça que nous sommes appelés à faire. Donc, à reconnaître qu'à se placer du point de vue, on peut se placer du point de vue du tout, du point de vue de l'un qui nous offre un paiement possible pour accéder à des niveaux énergétiques inatteignables autrement. Parce qu'on ne peut pas, par le mental, le mental ne peut pas entrer à cet endroit-là. Pourtant, c'est là, et on peut le ressentir, on peut le vivre, sans le comprendre. On peut le vivre, parce qu'il y a en nous tout ce qu'il faut. Hein. Il y a la rose qui parle en nous, qui est faite pour nous tenir à cet endroit du paiement nécessaire. Donc, il est intéressant de reconnaître à travers cette notion de paiement, la possibilité d'une cohérence du tout qui nous offre la possibilité de fonctionner avec lui. On l'a déjà vu ça quand on a travaillé les contes, oui d'ailleurs les contes d'autres contes de délivrance, on a vu comment ce monde-là, incompréhensible néanmoins, met en scène son ordre intelligible, de sorte que nous puissions participer à son ordre, même sans comprendre. C'est un ordre dont nous avons la correspondance en nous qui s'y inclut, qui permet de nous y inclure. Ça suppose de fonctionner sans comprendre, mais de fonctionner selon cet ordre. Donc là, la notion de paiement est une notion vraiment intéressante. Et il y a quelques exemples, hein, comme je vous ai donné, et puis ces rituels psychomagiques dont Jodorowsky a l'art, enfin, et qui est issu de pratiques de sorcellerie chez les peuples amérindiens, c'est intéressant. Tout ça converge à consentir à payer quand on a la chance que le prix nous soit donné. Voyez. Or, il suffit de regarder du côté des épreuves. On paye déjà. Et il est intéressant de voir les épreuves comme une participation
comme le prix que nous payons pour rejoindre des niveaux qu'autrement on ne pourrait pas rejoindre, des niveaux énergétiques. Voilà, je me suis un peu répété, j'ai dit l'essentiel. Alors, j'ai reçu d'Annette un texte qu'elle m'a demandé de vous lire, qui est un peu en retrait par rapport à la proposition, mais que je vais lire parce qu'elle a pris le temps, le soin de l'exprimer, donc elle est parmi nous, autrement dit, comme un premier témoignage. Alors, elle donne un peu son interprétation du conte, ce qui dans le conte l'a frappé. Alors, elle dit « Les 12 frères ». C'est une fille et pas un garçon. Rejet du père, impuissance de la mère, sacrifice des garçons par rapport à la sœur, autonomie précoce des enfants, rupture avec les parents, mais au service de la sœur pour ses frères, mise au service de la sœur pour ses frères par culpabilité. Débordement d'affection avec la cueillette délices, dépassement des limites. Le sacrifice, ne pas rire et ne pas parler, qui me renvoie à la rose qui parle de la séance précédente. C'est juste. Comment dissoudre les racines cachées? Alors, elle continue. La résonance la plus archaïque est d'être née fille alors que mon père voulait un garçon. C'est dommage d'être resté là, vous voyez, parce que ce n'est pas à ça que nous invitent les contes. Les contes ne sont pas des métaphores. Il y a une approche métaphorique des contes qui est justement de se reconnaître à travers la métaphore. Il n'y a pas d'histoire de filles et de garçons, vous voyez. Il n'y a pas de rejet d'un père. Vous voyez, souvent les pères rejettent, justement, ils rejettent plutôt les filles au profit des garçons. Là, en l'occurrence, c'est l'inverse. Donc, c'est pas là que ça se passe. Donc, pour elle, la résonance la plus archaïque, c'est d'être née fille alors que mon père voulait un garçon. L'oracle qu'elle a tiré, si tu veux tuer un serpent, coupe-lui la tête. Et cet oracle la renvoie à la Gorgone Baby, une image qui me tient à cœur depuis longtemps. Je ne sais pas ce que c'est, la Gorgone Baby. Juste parce que on fait ensemble, Annette et moi, la Gorgon Bay, pour elle, c'est ce monstre mythologique qui a plusieurs serpents sur la tête et qui, en se regardant dans le miroir, c'est le fait de regarder dans le miroir qui la tue parce que personne n'arrive à la tuer et qui est effrayé par sa propre image. C'est ce qu'elle m'a expliqué. Ok. Ma vie intra-utérine, avec la mémoire de ne pas être un garçon et le deuil de ma mère qui venait de perdre sa mère. Et donc, ce qui reste pour elle, c'est couper la tête de la Gorgone Baby. Cela symbolise la libération de cette mémoire. Merci de bien vouloir transmettre ma vision. Voilà ce que je viens de faire. C'est intéressant. Parce que quelle que soit la justesse par rapport aux contes et notre approche des contes, il n'empêche qu'il y a une résonance forte pour elle. Dans sa vie, il y a ça. Dans sa vie, il y a le fait d'être une fille qui aurait dû naître comme un garçon, il y a le fait qu'elle est née. Alors, vous voyez, ce qui serait intéressant, c'est de reprendre ça comme épreuve, comme le paiement de quelque chose, c'est-à-dire le paiement pour quelque chose, et non pas le paiement. Vous voyez, pourquoi être née comme ça, être née fille alors qu'on voulait un garçon? Pourquoi être née au moment où sa mère a perdu sa mère? Pourquoi être née dans ce champ d'énergie, vous voyez? Pourquoi cette douleur? Pourquoi cette épreuve? Pourquoi? C'est ça qu'il faudrait regarder. À la lumière de cette histoire, on est invité à reconnaître comme paiement les épreuves. Donc, dans une course d'obstacles, disons, dans une course à handicap, la vie est une course, l'existence est une course à handicap qui nous permet justement de monter de niveau au point de vue énergétique, dans l'énergie de la conscience, de rejoindre des niveaux de conscience toujours plus élevés.
C'est ça le véritable enjeu de cette existence. C'est pour ça que nous faisons ces maisons de lettres, où nous réinterprétons les moments vivants du point de vue de l'être, hein, pour nous associer davantage à la vraie trame, à l'aventure de l'être qui a lieu, qui se vit dans cette existence. Donc, je suis un peu en réserve dans l'interprétation du conte, hein, par rapport à Annette, mais on sent bien que c'est vivant pour elle. Tout à coup, elle est au contact de cette Gorgon Baby, hein, et ma foi, de couper la tête, hein. Donc, l'idée était, si pour nous-mêmes, à se questionner sur les épreuves de notre vie, je vous ai invité à tirer un oracle, hein, peut-être pour éclairer, hein, dans les résonances d'un oracle certaines épreuves que vous vivez, de leur donner une sorte de clarté, d'un arrière-plan qui a du sens, qui vous mène quelque part. Voilà, est-ce que j'ai été explicite? Est-ce que j'ai dit suffisamment pour que vous ayez envie de dire à votre tour telle chose, voilà, de donner des témoignages et que ensemble, nous, dans ce temps d'échange qui peut être fécond, voilà, nous ouvrions davantage notre esprit à cette économie de la conscience qui travaille dans nos vies et pour lesquelles nous sommes quelqu'un qui compte aussi, hein, comme on le verra dans la prochaine séance. Nous sommes attendus, donc nous sommes vus, nous sommes entendus, nous sommes connus, parce que nous sommes attendus quelque part. Nous avons à participer à cette totalité. Donc, il y a quelque chose en nous, il y a une disposition, on l'a vu la fois dernière, et il y a aussi des prescriptions, des opportunités de paiement qui nous sont offertes pour pouvoir participer là où nous sommes attendus. Donc, cette deuxième séance a à voir avec ça. Quelles sont les prescriptions de l'un dans notre vie? Et c'est intéressant de reconnaître ce qui nous arrive dans notre vie comme reflet de ces prescriptions, comme mise en œuvre peut-être, même manifestation de ces prescriptions pour aller quelque part, pour rejoindre un certain niveau. Voilà ce que j'avais principalement à dire dans cette présentation de notre séance.